combien c'est facile pour une femme de douter d'elle. Moi, j'ai eu envie de comprendre pourquoi. On a tous des défis dans la vie et on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Je veux vous parler de mon plus gros défi, celui de me sentir capable et valable. Tout au long de ma vie, j'ai expérimenté des situations où mon manque de confiance et d'estime en soi m'ont paralysée. Ça fait plus de 30 ans que je suis sur le marché du travail et ça fait 30 ans que je doute de mes compétences. Pourtant, j'ai réalisé beaucoup de projets et j'ai reçu des retours extraordinaires sur les résultats. Alors comment, durant toutes ces années, avec autant de talent et d'atouts, je me suis toujours sentie incompétente, jamais à la hauteur, jamais assez prête? Je le sais, j'ai beaucoup de charisme, j'ai une personnalité qui est pétillante, des relations interpersonnelles qui sont riches, nourrissantes, partagées. Ma vie à date n'est pas remplie d'horreur et de traumatisme. J'ai été éduquée dans les bonnes conditions. Mes parents n'ont jamais fait de discrimination de genre envers moi. Au contraire, ils m'ont toujours encouragée à faire tout ce dont j'étais capable, tout ce dont j'en avais envie. Alors pourquoi je me sabote? Un jour, j'en ai eu assez. J'ai vraiment eu besoin de comprendre comment j'en avais fait pour arriver à me mettre dans un tel état. Au départ, j'ai senti que ma vie était remplie de doutes. J'ai compris qu'il y a les bons doutes, ceux qui nous permettent de nous remettre en question, puis de faire des meilleures analyses de la situation. Il y a aussi les mauvais doutes, ceux qui nous paralysent et qui nous détruisent. Est-ce que derrière ces doutes malsains se cacherait un manque de confiance en soi ou une faible estime de soi? Intriguée, j'ai cherché à comprendre la différence entre les deux. Le manque de confiance, c'est quand je me répète « je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, j'y arriverai jamais ». La confiance en soi, donc, c'est combien je me considère capable. Le manque d'estime, c'est quand je me répète « je ne vaux pas grand-chose, je suis vraiment pas importante, je suis vraiment nulle ». Puis là, il faut entendre « je ne m'aime pas bien, bien ». Alors, l'estime de soi, c'est combien je me considère valable. Fait que la confiance en soi mesure ma capacité à bien faire les choses. Plus j'expérimente cette habilité, plus je me sens compétente et en sécurité. L'estime de soi, ça mesure ma validité. C'est le confort que je ressens quand je me sens en accord avec mes valeurs, mes besoins et mes émotions. Plus je me sens en sécurité, plus j'ai confiance en moi. Plus je suis fidèle à mes valeurs, meilleure est mon estime de moi. La bonne nouvelle, c'est que j'ai du pouvoir sur mes doutes. C'est excellent parce que ça veut dire que je peux changer les choses. Et non seulement je peux changer les choses, mais je peux les changer à n'importe quel âge. Phew, il est comme pas trop tard pour moi. Mais il fallait encore que je comprenne. J'avais besoin de comprendre pourquoi je me sentais insécure par rapport à mes opinions. Pourquoi j'avais peur des conséquences de mes décisions? Pourquoi je sentais le besoin de demander une permission à quelqu'un? Pourquoi ce vide rempli ici, dans mon ventre? Comment réparer cette déconnexion entre mon vécu et mes expériences? Est-ce que ces questions m'indiqueraient le chemin à suivre? Parce qu'on aurait dit que ce qui s'était passé dans ma petite vie ordinaire n'arrivait pas à justifier ce niveau d'insécurité. Il devait y avoir quelque chose d'autre, quelque chose qui venait d'ailleurs. Alors j'ai pensé que l'histoire des femmes avait peut-être quelque chose, un rôle à jouer dans mon histoire personnelle. J'ai commencé à chercher. Les femmes sont violentées depuis le début de l'histoire de l'humanité, et malheureusement encore aujourd'hui. Il faut se rappeler que le mariage, à son origine, c'est un contrat de passation de biens entre un père et un autre homme. Il y a aussi plein d'exemples dans notre histoire canadienne. Avant 1909, enlever une femme de plus de 16 ans, c'était légal. Avant 1929,
les femmes n'étaient pas considérées comme des personnes au sens légal. Ça fait à peu près moins de 100 ans. En 1938, les femmes ont enfin eu le droit de s'inscrire à l'université sans demander la permission à leur mari. Mais celui-ci pouvait l'empêcher de travailler. C'est juste en 1965 que les femmes ont pu ouvrir un compte bancaire et exercer une activité professionnelle sans consentement de leur mari. Ça fait juste 53 ans. Un petit peu plus proche de moi, j'ai une bonne amie, en 1972, qui a été obligée d'écrire à un président d'une grande banque canadienne pour qu'une carte de crédit soit émise à son nom et non à celle de son mari. Ça fait 46 ans. Avant 1983, les forces policières de l'Ontario n'étaient pas tenues de porter des accusations dans le cas de violence conjugale. Ça veut dire que les hommes pouvaient battre leurs femmes sans encourir aucune sanction. Ça fait juste 38 ans. 38 ans. Donc, si on regarde l'histoire récente des femmes dans l'évolution de l'humanité, 100 ans, c'est pas beaucoup. 50 ans, c'est hier. J'ai pas vécu à cette époque. J'ai pas subi cette discrimination. Mais je me suis quand même demandé, est-ce que ça se pourrait qu'on subisse ce passé collectif? Que l'histoire des femmes se soit infiltrée dans notre inconscient et nous affecte encore aujourd'hui? C'est comme si une mémoire qui se veut protectrice se léguait d'une à l'autre. Une empreinte traumatique qui se manifeste de divers processus physiologiques, psychologiques et sociaux. Une empreinte traumatique. Est-ce que ces cellules transportent ces bagages vieux de plusieurs décennies et en conséquence affecteraient notre confiance en soi et notre estime de soi? Oui, je pense que notre psyché se souvient de notre histoire collective et qu'elle en dit plus long, beaucoup plus long sur mes insécurités que mon histoire personnelle. Donc, chacune de nous, on doit réfléchir à comment l'histoire collective s'est infiltrée dans notre histoire personnelle et voir si elle nous affecte. Bien sûr, on est tous différentes. On a tous nos propres chemins de vie. Alors, comme dans une montgolfière, quel sac de sable on peut laisser passer et lesquels doit-on conserver pour se sentir confiante et en sécurité? Je me suis demandé qui allait me donner le courage de faire ce délestage. C'est elle, la petite Josée. C'est elle qui m'a donné le courage de devenir elle, moi. L'arrivée de mes 50 ans, avec une genre de date de péremption, ça a aussi un petit peu aidé. J'ai entendu la sonnette d'alarme. Je me suis souvent dit que l'urgence d'agir vient quand on est tanné d'être tanné. Eh bien là, j'étais tannée d'être dans cet état d'esprit. J'étais tannée de me laisser diriger par ce vilain petit hamster qui me répétait toujours la même cassette dans ma tête. T'en fais jamais assez. T'en vaut pas la peine. Oublie ça, tu n'y arriveras jamais. T'es même pas assez bonne. Je voulais cesser de croire ce que je me racontais à mon sujet et qui me faisait tant souffrir. J'ai eu envie de me dire que je mérite ma vie, que je suis assez, entière et complète. J'ai eu envie de choisir de croire ce que les autres pensent de moi. Et je savais qu'il me manquait le manque en ma capacité et en mon estime de moi. Mais je savais surtout que je n'étais pas la seule femme dans cet état d'esprit. C'était comme si la honte et la peur avaient été mon seul moteur. Dans son discours aux jeunes diplômés, Sheryl Sandberg, la chef d'exploitation chez Facebook, leur a dit « Posez-vous la question de ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur et faites-le. » C'est avec tout mon courage et ma fragilité que je suis montée sur cette scène aujourd'hui. Parce que je crois qu'en étant vulnérable et en partageant ses acquis, on arrive à se transformer et à en aider d'autres au passage. Quels sont les chemins que j'ai pris?
J'ai pris le chemin de mon corps. C'est lui qui m'a indiqué qu'est-ce que je devais apprendre, qu'est-ce que je devais comprendre. Je vis depuis des années avec une déviation de la colonne vertébrale de nature idiopathique qui a été diagnostiquée à mon adolescence. Le mot idiopathique, ça veut dire symptôme dont on ne connaît pas la cause. Mais j'ai eu envie d'explorer cette cause ailleurs que du côté de la médecine et d'explorer mes attitudes et mes croyances. Est-ce que mes formes pensées avaient quelque chose à y avoir? J'ai lentement réappris à respirer avec le pilates, le yoga, la méditation, la respiration alchimique consciente pour défaire toutes ces boules d'émotions qui étaient prises un petit peu partout dans mon corps. Oui, j'ai pris la voie de mes émotions. La boule de colère que j'avais prise dans la gorge, ça venait peut-être de la déconnexion entre ma perception de moi-même et ce que les autres avaient de moi. J'ai procédé à des exercices de pardon envers moi-même. Mes enfants m'ont enseigné ce dont j'avais besoin d'apprendre pour devenir celle que je suis. Je leur en suis extrêmement reconnaissante. Merci les gars. J'avance maintenant dans la vie avec beaucoup plus d'amour pour qui je suis. Et comme par magie, j'ai plus d'amour à offrir. J'ai pris le chemin de ma spiritualité. J'ai pris conscience que ma spiritualité devait porter mes valeurs. Et ça affectait mes croyances parce que je n'avais pas trouvé de réponse satisfaisante dans la religion de mon enfance. J'ai cherché à nourrir ma quête, cette quête de spiritualité qui évolue jour après jour. J'ai fait quotidiennement cet exercice d'alignement avec moi-même, avec mon essence, avec qui je suis. Ces chemins m'ont donc donné une nouvelle perspective sur mon passé et sur ma situation actuelle. Je le vois dans mon corps. La déviation de la colonne vertébrale s'est réduite, ma tête s'est redressée, mon souffle est de plus en plus profond et réunifiant. J'ai compris que les différentes formes que prennent notre sentiment de non-légitimité nous freinent dans nos ambitions. Je ne suis plus en survie affective. Mes blessures se guérissent. Mais sans renier mon passé, je ne veux plus en porter le poids. Et savez-vous quoi? Je l'ai congédié, le hamster. C'est à partir de là que j'ai envie de vivre, de tabler sur mes forces et de vivre à partir de qui je suis vraiment. Est-ce que c'est parfait? Mais non. Est-ce que c'est important que ça soit parfait? Pas du tout. Parce que ce qui est important, c'est d'avancer et de rester fidèle à qui on est. C'est de mettre nos ambitions de l'avant et de foncer, puis de prendre notre place. C'est en explorant mon univers que j'ai compris qu'une femme pouvait changer le monde en changeant son monde. Alors, si de manière très vulnérable, j'ai pris le risque de vous partager ce chemin de vie très intime, c'est que je crois sincèrement que nous devons nous ouvrir les unes aux autres pour nous aider à avancer. Et on pourrait être de plus en plus nombreuses à le faire, parce qu'on est nombreuses à entendre, on est nombreuses à s'activer, et le soutien est de plus en plus présent. Le passé des femmes n'est pas juste négatif. Oui, les nouveaux acquis sont fragiles, mais ils nous ont fait avancer la condition féminine. On a juste à penser à la libération sexuelle des années 60, à la révolution féminine des années 70, les working girls des années 80. Quand on y pense, ces changements sont vraiment nouveaux. Cette nouvelle liberté, c'est comme si on était à sa petite enfance dans l'évolution. On a réussi à faire avancer plein de choses et c'est pas terminé, on continue. Entendez-vous les silences qui se brisent? #MeToo. Time's up. Voyez-vous les hommes qui se mobilisent pour nous appuyer et qui confrontent ceux qui nous abusent? La sentez-vous la pousser dans le dos, la tape sur l'épaule? Vas-y, t'es capable! Qui arrive d'un peu partout. C'est pas parfait, mais on avance. Le point de bascule est là. Il y a des grands défis de changement dans nos sociétés, nos organisations et nos communautés. Comment prendre notre place comme femmes dans cet environnement
en mutation et créer des changements qui nous ressemblent. Dans son livre « Enfin des bonnes nouvelles », David Suzuki nous raconte « Au cours de l'histoire, la culture du monde s'est radicalement changée lorsque seulement 10 à 15 % de la population avait adhéré à des nouvelles idées. Moi, j'ai envie d'y croire qu'on est rendu là. Mais une chose importante qui nous reste à faire, c'est de mettre nos peurs de côté puis de foncer. Et justement, en parlant de foncer, c'est en réfléchissant aux forces du féminin et aux compétences du 21e siècle que j'ai été inspirée. L'ère numérique a réinventé nos rapports et notre façon de communiquer en privé, en société et dans le monde professionnel. Les nouveaux piliers de ce système de communication et de transmission sont la transparence, la confiance et la sécurité. On est entré dans une ère de virtualité, d'intelligence artificielle et de globalité. On est aussi entré dans une ère de collaboration et de co-création. J'ai une proposition à vous faire. Dans ces temps de grands changements, où le mode de fonctionnement est resté rigide et masculin, je crois sincèrement que les compétences du féminin ont un rôle d'importance à jouer. On sait tous que l'empathie assure une plus grande écoute, rend les communications plus efficaces et résulte en une meilleure gestion des conflits. On a besoin de briser les silos, de travailler dans l'inclusion, de penser comme des designers, de travailler avec l'intelligence collective pour résoudre des problèmes qui sont de plus en plus complexes. Il faut mettre de l'avant des valeurs plus humaines, de l'authenticité et plus d'harmonie. Il faut se soucier du bien-être personnel, du bien-être collectif. Il faut utiliser les compétences de l'intelligence émotionnelle. Et super important, ajouter des biais cognitifs féminins à l'intelligence artificielle. Les organisations doivent engager des employés, des gestionnaires, des dirigeants qui seront portés en eux ces valeurs et qui sauront développer une éthique adéquate pour relever ces nouveaux défis. C'est sûr, cette transformation-là n'a pas de genre. Beaucoup d'hommes la souhaitent. Le féminin, ça existe autant pour l'homme que pour la femme. C'est important à ce point-ci de profiter de ce bouleversement pour rééquilibrer la balance entre ces deux forces. C'est une opportunité incroyable pour les femmes de faire une différence et de montrer qu'on peut faire les choses autrement. Est-ce que le féminin serait le super pouvoir dans lequel puiser pour changer le monde? Là, vous allez me demander, mais qu'est-ce que tu veux dire par le féminin? Je veux vous parler de l'intuition, de la pensée holistique, de la créativité, de l'empathie, de la sensibilité, de la douceur, de la vulnérabilité et de la force des émotions. À quoi pourrait ressembler un monde où on aurait un leadership féminin assumé? Dans son livre « Les 7 clés du leadership féminin », l'auteure et conférencière Jeannie Duquette nous fait une bonne définition et nous propose ceci. Développer un leadership plus ouvert, créatif, empathique, rassembleur, porté vers la collaboration et le partage. On peut s'entendre qu'on n'a rien à perdre. Les bonnes vieilles recettes, ça ne marche plus. Pour toutes celles qui portent ces forces en elles, pour qui ces propos résonnent, c'est le temps de s'y mettre et de foncer. On a tout ce qu'il faut pour le faire maintenant. Changer l'idée à partir de qui nous sommes, c'est ça que le monde a besoin. It's time to show up.